On voit bien, on en parlait avec les économistes, l'économie est un mot qui est tellement polysémique, qui a tellement de sens possibles. Alors il y a un sens qui est purement une manière de faire, quoi. Un artisan qui va fabriquer des objets, qui va les vendre sur le pas de sa porte ou sur un marché. Et c'est un acteur économique, il est dans l'économie. Dès que plusieurs personnes se mettent ensemble et mettent des moyens ensemble pour résoudre des problèmes, et à partir du moment où il y a des transferts de richesses, de valeurs, qu'elles soient monétaires ou non d'ailleurs, on est déjà aussi dans l'économie. Mais l'économie, comme c'est aussi une discipline académique qui va étudier des flux, et que c'est aussi une dimension programmatique, parce que c'est là que les choses deviennent compliquées, c'est que dès qu'on parle de politique économique, le sens n'est pas le même selon qui parle. Et là, on a quelque chose qui devient normatique, programmatique, et il y a des batailles d'influence qui sont assez terribles. Et tout ça crée beaucoup de conditions, de confusion dans les esprits. Mais si on revient vraiment à la base, finalement, l'économie, c'est la manière dont on va s'organiser pour produire des richesses et les répartir. Et produire des richesses, ça veut dire satisfaire des besoins fondamentaux d'abord. Je crois que c'est vraiment la base. Quels sont, selon vous, justement, les besoins fondamentaux? Parce qu'évidemment, pour certains, ça peut être des priorités, pour d'autres, ça peut être des alternatives ou des options. Aujourd'hui, selon vous, et on a envie de vous croire, évidemment, qu'a besoin, en tout cas, la société? Quels sont les besoins fondamentaux pour l'être humain et pour la planète, a fortiori? Et alors là, c'est un truc que j'avais pas prévu d'en parler, mais c'est intéressant. Il va falloir l'inviter aux rencontres d'économiques aussi. C'est une économiste anglaise qui s'appelle Kate Raworth qui a écrit un livre qui s'appelle La théorie du donut, qu'on peut recommander chaudement aussi. Et l'idée du donut, c'est vous avez un beignet creux, là, comme mangent les Américains, beaucoup les Anglais. Richard aussi, je vous rassure. Voilà. Et l'idée, c'est que vous avez un extérieur qu'elle appelle le plafond, qui est en fait les limites de la biosphère, les limites de la biocapacité du système vivant Terre. Et puis vous avez un plancher, donc la partie basse du donut, la partie intérieure, qui est l'essentiel, le minimum nécessaire pour la satisfaction des besoins humains fondamentaux. Et c'est là qu'on revient sur des choses intéressantes, c'est qu'on n'est plus dans une approche de type Maslow, qui est de dire il faut d'abord que les gens se sentent en sécurité, qu'ils aient à manger, qu'ils aient à boire, etc. Non, c'est tout en même temps, on a besoin de participer, on a besoin d'exprimer sa créativité, on a besoin de pouvoir influer sur le cours des choses, donc de prendre part. Le concept, en quelque sorte. Elle a élargi le concept, et surtout on n'a plus cette hiérarchie. Moi j'aime bien prendre un exemple, c'est que même quand les besoins dits fondamentaux, physiologiques, sont difficiles, même quand ils sont difficiles à satisfaire, prenez le cas de Sarajevo pendant la guerre des Balkans, même quand les gens crevaient de faim, même quand ils étaient dans un contexte d'insécurité absolue, ils pouvaient crever tous les jours sous les balles d'un sniper ou sous les bombardements, les opéras, les théâtres restaient ouverts. On a considéré que cette activité-là était essentielle pour être authentiquement, réellement humain. Et je crois que c'est un signe, c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'au final, en cette période de crise sanitaire, il aurait été opportun et pertinent de pouvoir conserver, en tout cas, d'accéder à la culture et au cinéma, au théâtre et autres. C'est un peu ça l'idée? Le besoin humain fondamental, ce qui fait qu'on est humain et qu'on n'est pas simplement juste des animaux qui se tairont dans un trou quand il se passe quelque chose, c'est ça? Voilà, qui se tairont dans un trou et qui vont... Alors, on a tendance à vivre de plus en plus comme des termites, et vous voyez qu'avec le télétravail, finalement, ces espèces de tuyaux dans lesquels on circule de manière virtuelle, sur Teams, Zoom, etc., c'est un peu les galeries des termites qui meurent si elles sont exposées au soleil. Et on vit comme des termites enfermés dans des chez-soi, etc., reliés les uns aux autres, mais de manière virtuelle. Et finalement, tout ce qui n'est pas directement productif au sens de l'économie orthodoxe, finalement, passe un peu à la trappe ou passe en second plan. Mais je suis persuadé que les dégâts vont être profonds et il va falloir réapprendre à vivre ensemble. Et quand on est dans un contexte comme ça, où la moindre petite divergence d'opinion, la moindre petite nuance devient difficile à accepter, c'est tout simplement parce qu'on a perdu cette capacité d'ouverture que nous permet sans doute la culture, effectivement, la musique, le théâtre, le cinéma, la lecture, tout ce qui est passé au second plan aujourd'hui. C'est une erreur là d'avoir fermé les lieux culturels, alors. De les maintenir fermés d'ailleurs encore. C'est une erreur, ou en tout cas il aurait fallu imaginer d'autres protocoles. Et puis, encore une fois, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais on ne va pas s'exposer plus dans un théâtre ou dans une salle de cinéma que dans un centre commercial ou dans le métro. Donc il y a bien une disparité de traitement. On est bien d'accord avec vous, monsieur Delannoy. 9h sur les ondes de Radio Galère. Il nous reste encore 25 minutes avec nos invités du jour, et notamment Dany Bruet et Emmanuel Delannoy, conférenciers, auteurs.
un livre qui sort le 5 mars, qui s'appelle Perma Économie, qui sera d'ailleurs au prix quand même, qui est extrêmement attractif de 9 €. C'est une réédition. Essentiellement, c'est une édition de poche, donc c'est le prix qui change. Le texte restait d'actualité. C'est une perma-édition, c'est ça? C'est une perma-édition, tout à fait. C'est-à-dire depuis combien d'années le premier a été fait quand? En 2016. Et depuis, vous estimez qu'il n'y a pas eu de progression, en fait? Alors, il y a... Oui, c'est une bonne question. L'introduction du livre, c'est précisément une nouvelle révolution industrielle est en cours. Oui. Mais alors, simplement, une révolution industrielle, c'est pas un truc qui se déroule sur 1, 2 ou 3 ans, c'est pas le temps d'un mandat électoral, c'est plutôt le temps d'une génération. C'est en plus quelque chose qui se déroule généralement un peu à bas bruit quand même. Et finalement, ce qu'on appelle une révolution industrielle, c'est après, quand les écrivains regardent ce qui s'est passé pendant les 30, 50 ou 100 années précédentes, ils se disent, tiens, là, il s'est passé un truc. Et du coup, on appelle ça la révolution industrielle, par exemple. Mais vous auriez demandé à un Anglais en 1870, alors c'est comment la révolution industrielle? Il vous aurait regardé avec des yeux ronds. Non, on n'a pas conscience de vivre ces transformations-là. Et donc, bon, voilà, sur un pas de temps d'une révolution industrielle, il se passe des choses en cours, en ce moment, elles ont lieu. C'est des transformations, encore une fois, qui sont à bas bruit. Il y a beaucoup d'initiatives, il y en a quelques-unes que je présente dans le livre, qui restent d'actualité, parce que heureusement, j'ai eu de la chance, les exemples que j'ai choisis pour la plupart tiennent encore aujourd'hui, malgré tout ce qui a pu se passer. Et par contre, ce qui devient intéressant, on parlait de ce courant mainstream de l'économie qui prend toute la place. Ben, je peux dire qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises. Et maintenant, c'est le phénomène qui est un peu nouveau, c'est de toute taille, y compris des grosses entreprises, qui se sont senties quand même pas mal secouées, qui ont senti le vent du boulet de la dernière crise de la Covid, et qui se disent, tiens, est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs, d'autres manières de faire? Est-ce qu'on n'a pas envisagé? Et surtout, là où c'est vraiment fondamental comme différence, c'est qu'on n'est plus à regarder ce qui est à la marge, l'aval. On ne va pas créer une fondation d'entreprise pour faire un truc bien, etc. On ne va pas tant avoir une campagne de communication pour fleurir un petit peu son image. Non, c'est vraiment une réflexion sur les fondamentaux stratégiques et la manière de créer de la valeur. Alors, c'est pas tout le monde, hein, évidemment, mais ça commence. Alors, je disais précédemment, je disais qu'en fait, dans le comportement des gens, de tout un chacun, je pense qu'il va y avoir des changements de comportement individuel. Alors ça rejoint un peu ce que vous dites sur des grands groupes. Mais en fait, quand déjà au niveau individuel, on sent une sensibilité, un changement, je pense que ça peut aider l'ensemble des grosses structures à suivre. Et moi, quand je discute avec des gens autour de moi, on sent qu'ils font différemment, qu'ils ont changé un petit peu leur façon de faire, ils ont pris un vélo, ils ont pris... Et, pardon ? Une prise de conscience. Une prise de conscience. Et je pense que, bon, les entreprises qui ne sont pas philanthropes forcément, hein, ont aussi ce sentiment, et que ça va peut-être aider à faire justement une économie différente. Votre avis, M. Delannoy ? Oui, et ce qui est amusant, c'est que quand on parle de prise de conscience, on en parle depuis très longtemps, et puis il y a toujours l'image de Pierre Rabhi, la blague, où on met les doigts dans la prise de conscience et on est transformé. Non, c'est pas si simple que ça. Mais la prise de conscience, elle n'est pas du côté des citoyens et des consommateurs, qui, eux, ont changé depuis pas mal de temps déjà leur hiérarchie des priorités. Je prends juste un exemple qui est générationnel, et heureusement qu'il y a notre stagiaire aujourd'hui avec nous, parce que ça manque un peu de diversité dans le studio, on est tous des mecs à peu près du même âge. Bah, notre génération, quand on avait... Allez, plus âgé. Intermédiaire. Je Voilà. plaisante. Notre génération, quand on avait 18 ans, la priorité, c'était de passer le permis et de s'acheter une bagnole pas chère. Et sortir en boîte. Ou faire n'importe quoi avec, peu importe. Partir à Katmandou, ce que vous voulez. Voilà. Aujourd'hui, les jeunes qui ont 18 ans, franchement, l'achat d'une voiture, c'est complètement passé à la trappe. C'est plus du tout leur priorité. Par contre, c'est d'être reliés les uns aux autres. Et donc ça change un petit peu la dimension. Un autre changement de comportement, et je pense que ça laissera une empreinte durable aussi, c'est qu'avec la Covid, de plus en plus d'agriculteurs qui vendaient via des distributeurs, via les restaurants, etc., bah, les restaurants étant fermés, ils ont vendu directement aux consommateurs. Il y a un lien qui s'est établi. Et je pense que ça va vraiment consolider, renforcer ce mouvement, ces circuits courts, cette consommation. Je pensais justement aux individus, après cette crise ou pendant encore, puisqu'il y a encore pendant quelques temps,
Et je pensais que cette crise, bon, c'est à toute chose on dit malheur est bon, donc aller aider les gens à voir et faire différemment. C'est juste dans cette période-là que j'ai senti un changement voilà. Et du coup, je pense que la fameuse prise de conscience, elle est aujourd'hui plutôt du côté des chefs d'entreprise qui se disent le consommateur a changé, il faut qu'on change nous aussi, sinon on appartiendra au passé. Voilà. Et c'est ça le vrai changement. C'est ça. C'est un mélange des... Voilà. Intéressant. Vous avez été chargé par le gouvernement d'emploi sur la biodiversité. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça s'est réalisé? Est-ce que c'est une promesse en l'air? Expliquez-nous un peu, puisque vous étiez au fait de l'action qui était lancée par qui devait être lancée par le gouvernement, qui a été lancée par le gouvernement. Alors, faites-nous un petit éclairage. Le rapport a été remis. Bon, on est là on doit être en 2017 ou 2018. Attendez, je ne voudrais pas dire de bêtises. Parce que la COP était en 2016. Non, c'était après quand même. En fait, c'est Ségolène Royal qui, à l'époque, avait lancé cette mission-là. Alors, et c'est marrant parce que, pour remettre les choses dans leur contexte, on est au niveau national, mais en fait, ce qui faisait polémique à l'époque, c'est pas complètement fini d'ailleurs, c'était l'histoire de l'usine Alteo à Gardanne et des rejets dans le parc des Calanques. Voilà. Et cette question de dire, mais finalement, il y avait un peu ce chantage à l'emploi, et puis cette question de dire, ben voilà, l'usine Alteo, c'est 400, 450 emplois, du coup, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, enfin, vous connaissez toute cette rhétorique-là. Et la ministre, à l'époque, avait dit, mais aidez-moi à argumenter auprès de Bercy, du ministère de l'Industrie, etc., pour dire, mais attendez, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette économie-là, il y a toute une économie qui repose justement sur la biodiversité du parc national des Calanques, qui repose sur l'agriculture locale, qui repose sur la pêche, sur le tourisme, etc. Combien ça pèse d'emplois, ça? Et donc, le travail qu'on a fait, et en fait, moi j'ai coordonné le rapport, mais j'ai surtout dirigé des experts qui ont fait des études économiques, etc. sur le sujet, c'était de dire, mais finalement, qu'est-ce qui dépend de la biodiversité en France et en quoi les activités qui sont au service de la biodiversité contribuent à la richesse nationale. Et on est arrivé à un calcul, mais de manière très indirecte. En gros, vous avez 40% des emplois qui dépendent directement de la biodiversité. C'est énorme. C'est déjà énorme. Et si on prend en compte les chaînes de valeur, donc derrière la transformation, la distribution, etc., en fait, on arrive à 80% des emplois qui sont plus ou moins conditionnés par le bon état de la biodiversité. Et ça, c'est fondamental. Et un autre point qu'on a montré aussi, c'est que chaque fois qu'on investit 1 million d'euros dans la préservation de la biodiversité, la restauration, la protection à travers un parc, etc., la conversion des modèles agricoles, ça génère en moyenne 19 emplois. Et c'est des emplois locaux, ça ne peut pas être des emplois délocalisables, ça. Et donc, on s'est rendu compte que c'était en gros le meilleur taux de transformation, c'est-à-dire investir 1 million d'euros pour 19 emplois, il n'y a aucun autre système d'investissement qui permet ça. Donc alors évidemment, c'est pas des économique, c'est très rentable, c'est ça. C'est rentable, c'est pas des emplois hyper qualifiés, c'est pas des emplois hyper rémunérés, etc. Mais ça permet quand même de remettre le pied à l'étrier de pas mal de gens. Et ce qui est intéressant aussi à observer de manière concomitante, c'est que vous avez de plus en plus ce phénomène de gens qui sont très diplômés et qui se mettent à faire justement de la permaculture, de l'agroforesterie, de la production maraîchère et agricole. C'est des gens qui pourraient gagner 3-4 fois plus s'ils travaillent dans l'industrie, mais ils acceptent ce sacrifice-là, entre guillemets au sens financier, parce qu'ils se sentent beaucoup mieux, plus heureux avec ça. Et donc c'est vraiment un phénomène qui est intéressant à observer. Et voilà, encore une fois, ça peut être 1 million d'euros d'argent public, mais ça peut être, pourquoi pas, une fondation ou même une entreprise. Et on se rend compte que là, il y a un vrai levier de transformation de l'économie. Et pour revenir à notre contexte Alteo, etc., en fait, l'idée, c'est que vous avez 400 emplois d'un côté, et puis vous avez 1200 emplois qui sont concernés par le tourisme, par l'agriculture locale. Ceux-là, on ne les compte pas. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au ministère de l'économie, ils ont conscience de cet aspect? Est-ce qu'ils mettent un levier? Puisqu'il va y avoir des relances assez importantes, j'espère, on espère. Ouais. Est-ce que vous pensez que leur éclairage est suffisant pour qu'ils puissent aller dans ce sens? Alors l'éclairage, oui, parce que c'est des gens bien formés, bien éduqués, ils ont vraiment accès à l'information. Par contre, je peux vous dire qu'il y a des batailles féroces dans les couloirs et qu'il y a des systèmes d'influence, pour ne pas dire des lobbies, pour ne pas utiliser un mot anglais, qui ont beaucoup plus de poids, qui font beaucoup plus de bruit que, effectivement, les acteurs qui sont favorables à la protection de la biodiversité ou
ou la transformation des modèles agricoles, tout simplement. C'est pour ça que vous n'avez pas pu aider Ségolène Royal. Ça. Alors, voilà, il se trouve qu'en plus... Elle est restée dans la boue, pardon. Vous savez qu'on change de ministre de l'Environnement très souvent, que c'est le poste sur lequel il y a plus fort turnover depuis le début de la Ve République. Et là, en fait, il se trouve que j'ai remis le rapport, c'était plus à Ségolène Royal, elle était plus ministre de l'écologie à ce moment-là, donc je l'ai remis à Barbara Pompili, tiens, déjà. Et que, entre-temps, il y a eu des élections, que quand Nicolas Hulot est arrivé, le rapport est ressorti. Le problème, c'est que le temps que le rapport soit ressorti, que les chargés de mission au ministère le lisent, etc., me contactent au téléphone, paf, Nicolas Hulot démissionne. Et donc, finalement, on est sur un système où il faut... C'est comme les conseillers bancaires, quoi. Ça change tous les 3 mois. Hein. Il ne faut pas baisser les bras, mais il faut s'accrocher, quoi. C'est difficile. Alors, 9h10 sur les ondes de Radio Galère, il nous reste encore un petit quart d'heure, on va en profiter avec vous. Dans votre livre, on le rappelle, qui sort le 5 mars, c'est important, 9 € perma économie. Donc, je trouve qu'il y a des incitations, en tout cas, quelque chose qui est très évocateur. Coopérer plus, coopérer mieux. Ça veut dire quoi pour vous, ça ? Alors, ça, c'est un point qui est... en fait, quand vous regardez la manière dont l'économie fonctionne, on parlait des chargés d'instruction de dossiers bancaires, etc., on est toujours dans la compétition, on doit toujours sélectionner le dossier le plus performant, entre guillemets, mais avec une acception du mot performance qui va être très limitée. Est-ce que la performance, elle est strictement économique, financière, avec un taux de rentabilité sur les investissements à 3 ans, à 5 ans, etc. Ou est-ce que la performance, elle est sociale, levier de transformation, satisfaction des besoins fondamentaux? Est-ce que la performance, elle est environnementale? Et tout est une question de périmètre de performance, c'est-à-dire que si on se concentre sur un périmètre immédiat, on va omettre quelque part de votre champ visuel, c'est un peu comme si on avait des œillères, hein. On ne va pas voir toute la valeur qui ne va pas être créée par ailleurs et qui aurait pu être créée si on avait eu un scope plus large, voir toute la valeur qui va être détruite par ailleurs. Et souvent, ce choix d'une performance financière immédiate ou à court terme, il s'avère désastreux et extrêmement coûteux à plus long terme. C'est ce qu'on appelle en économie les externalités, et le mot est très parlant. Externalité, c'est un truc qu'on sort du système justement pour ne pas le voir. Si on ne veut pas le voir, forcément, on risque pas de comprendre ce qui va se passer. Mais pour répondre à votre question de la coopération, c'est justement ça l'idée, c'est de faire travailler ensemble des acteurs qui ne se seraient peut-être pas rencontrés. Et donc il y a toute une espèce de, peut-être d'ingénierie relationnelle à monter, et ça peut être le travail d'incubateurs, ça peut être le travail, pourquoi pas des pôles de compétitivité, ça peut être le travail des animateurs de la vie économique, et se dire, mais finalement ces acteurs-là, ils ont intérêt à se rencontrer, ils ont intérêt à travailler ensemble. Bon, je vais prendre un exemple, je cite dans le livre, hein, donc je peux ici, on n'a dit pas de pub, mais... Une entreprise qui fait, une entreprise qui fait de la micromobilité à Marseille, qui est bien connue. Vous avez vu les petites voitures électriques à 2 places, voilà. On les a déjà reçues, Totem Mobile, on les a reçues il y a 2 ans chez nous. C'est une entreprise qui a pu trouver son équilibre économique et qui a pu se développer parce que justement, elle a développé des partenariats, mais à des tas de niveaux, avec des artisans locaux, avec des gens qui refabriquent des voitures quasiment sur place, avec des pièces. On est pratiquement sur de l'open source maintenant, à tel point que ça influence Renault et que Renault se dit, tiens, pour la 2e génération de cette voiture-là, on va peut-être fabriquer une Twizy open source. Donc ça va quand même assez loin. Il y a des gros partenariats institutionnels, il y a des partenariats avec des aménageurs, avec des commerçants pour faire des bornes de recharge. Et finalement, il y a des partenariats dans tous les sens qui fait que sans cet écosystème de coopération, c'était juste pas tenable strictement économiquement. Et donc, la manière d'adresser ce besoin de mobilité n'aurait pas pu être rendue. Et finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une vraie utilité sociale. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la mobilité pour faire de la mobilité, mais quand vous êtes chômeur de longue durée, que votre voiture, vous l'avez vendue depuis longtemps parce que vous ne pouviez pas payer les traites, etc., que vous retrouvez un emploi, mais que c'est un emploi en horaire décalé ou dans des zones d'activité loin du centre-ville, vous ne pouvez pas y aller en transport en commun. Et cette solution-là, c'était la seule solution pour beaucoup de chômeurs de longue durée qui retrouvaient un emploi pour pouvoir accéder à cet emploi-là. Donc la mobilité est un besoin fondamental, on en parlait tout à l'heure. Ça a été une manière d'adresser ce besoin fondamental, et ça passe par des tas de coopérations dans tous les sens. Et voilà, donc compétition, oui, ça existe dans la nature, hein, la compétition. Jean-Marie Pelt avait cette jolie phrase d'ailleurs qui disait dans le vivant, dans la nature, c'est la coopération qui crée, donc l'innovation vient de la coopération,
Et c'est la compétition qui va trier, parce qu'à un moment donné, il faut que les solutions elles soient durables, efficientes, etc. Et donc là, il va y avoir une compétition. Mais ne pas oublier d'abord la coopération pour innover, pour créer, pour fabriquer du neuf. Et après, effectivement, la compétition quand c'est nécessaire. Voilà, c'est vrai que le système est idéal pour arriver à passer dans ce sens, alors qu'on sait qu'au niveau bancaire, par exemple, ils reçoivent des états en disant là c'est rentable, là c'est pas rentable, etc. Et quand les gens présentent leur dossier, ils ne savent pas pourquoi c'est accepté ou refusé. En fait, tout simplement parce que les acteurs directs qu'on rencontre dans les banques ont des grilles. Oui. Et si vous rentrez dans la grille, bon, et alors là, tout ce que vous dites est absolument évincé. Il s'agit d'une rentabilité directe et non pas d'une idée travaillée, je dirais. Là c'est un enfer pour tous ces gens, quoi. Il faut savoir cocher les bonnes cases. Mais c'est vrai aussi, par exemple, des collectivités, quand il y a des appels à projets financés par l'État ou l'Union européenne ou d'autres, c'est pas toujours les meilleurs projets qui sont sélectionnés. C'est les projets qui sont présentés par les gens qui connaissent les règles du jeu. C'est-à-dire qu'ils savent quelles cases cocher, qu'ils savent quels mots-clés mettre, etc. Et la recherche fonctionne un petit peu comme ça aussi, d'ailleurs. Hein. Le chercheur qui trouve les financements, et c'est celui qui va mettre les bons mots-clés, cocher les bonnes cases, etc., qui va avoir un discours qui va séduire le financeur. Mais ce n'est pas toujours les projets les plus intéressants. Absolument pas. Exactement. On a vu dans l'économie actuellement, bon, on est dans une période assez difficile, on ne sait pas comment, le jour d'après, comment il va être. Vous, en tant que... Est-ce que la permaéconomie, ça peut justement éclairer ce que peut être le monde d'après le confinement, après le Covid-19? Parce qu'on n'est toujours pas sorti et finalement... Est-ce qu'on va... Surtout, c'est que c'est incertain. Oui. Voilà. Est-ce qu'on va redémarrer comme avant ou est-ce que vraiment on va prendre conscience qu'il faut faire autre chose? Alors, je ne vais pas faire de scénario, mais par contre, on peut essayer de caractériser à quoi ça ressemblerait. En fait, la crise de la Covid, elle a révélé une fracture qui était déjà là. Et en gros, on avait une économie mondiale qui était un petit peu, vous savez, comme le coyote dans les dessins animés, là, quand il court, et puis à un moment il est dans le vide et il continue à courir dans le vide, et c'est seulement quand il regarde sous ses pieds que là il commence à tomber. Voilà. C'est un petit peu pareil. On avait cette économie qui poursuivait sur sa lancée, mais le sol s'était dérobé sous ses pieds, et c'est la crise de la Covid qui lui a permis de regarder en dessous et de se rendre compte que ça reposait sur plus rien. Et en fait, cette économie, elle a été conçue pour fonctionner dans des paramètres parfaitement maîtrisés, et ça veut dire qu'elle était hyper spécialisée, hyper compétitive, hyper standardisée. Et c'est tout le contraire de ce qu'il faut pour être résilient aujourd'hui. Si vous voulez être résilient, il faut de la diversité, il faut de la capacité d'écoute, d'apprentissage, de rétroaction, il faut de la coopération, il faut de l'autonomie. Et on a créé des systèmes qui étaient plus du tout autonomes, qui étaient hyper dépendants. Et l'approche de la permaculture, c'est un petit peu ça. C'est d'abord de miser sur la diversité, mais à fond. C'est la valeur clé qui fera la résilience et la capacité d'adaptation au changement. Il faut miser sur la capacité d'apprentissage, intégrer la rétroaction, comprendre ce que le système nous renvoie de l'extérieur comme message et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces messages-là. Et il faut miser sur l'autonomisation. Et pareil, le permaculteur, c'est pas quelqu'un qui passe son temps à lutter contre la nature sur ses champs. C'est quelqu'un qui cherche à concevoir et mettre en œuvre des systèmes qui vont être le plus autonomes possible. En deux mots, d'autres diraient c'est un fainéant parce qu'il veut travailler le moins possible. Non, il veut que le système soit autonome pour travailler à sa place. Et c'est tant mieux pour tout le monde. Je crois que dans l'économie, on a un petit peu perdu ces sens-là. Et si on dit diversité, autonomie, capacité d'écoute et d'apprentissage, ça commence à faire 3 valeurs clés de ce monde de demain, ou de ce que vous voulez, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais qui vont le rendre possible en tout cas. Est-ce que vous pensez que, par exemple, par rapport au niveau intellectuel, les Américains sont plus proches à l'innovation que les systèmes européens et français en partie, dans la rigidité. Tu prêtes beaucoup aux Américains. Oui, non, mais c'est-à-dire, je suis surpris de l'exemple. C'est que c'est absolument intéressant de voir que c'est de l'innovation, c'est de l'intelligence différée, c'est autre chose. Et je crois que là, on est un petit peu rigide au niveau des... Enfin, voilà, c'est peut-être ce que vous dites, hein, si j'ai bien compris. Oui, mais honnêtement, je ne sais pas s'il y a un pays au monde qui peut vraiment donner l'exemple et qui a une avance significative.
On n'a pas complètement à rougir non plus de ce qu'on fait ici. Et on a des tas de gens qui sont de bonne volonté. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un modèle sociétal ou un modèle d'innovation qui soit plus favorable qu'un autre. Alors, notamment, et là on va rentrer sur des questions de valeur aussi, tiens, si on regarde notre devise nationale, la liberté, égalité, fraternité, j'ai envie d'en rajouter une quatrième d'ailleurs, l'échelle des valeurs américaines, c'est liberté à fond. Mais à tel point que la liberté sans garde-fou, sans contrepoids, sans rien pour contrebalancer tout ça, équilibré, ça devient quelque chose d'extrêmement toxique finalement. Ça devient un enfer même. Ça peut devenir un enfer pour les autres. Et on pourrait penser au mot de Lacordaire, hein, c'est la loi qui libère et la liberté qui a servi. On peut rentrer dans ce genre de modèle-là. Et finalement, l'idée d'avoir des valeurs en tension, et c'est un peu le principe de la permaculture aussi, hein, vous avez 12 principes, je ne vais pas tous les citer, elles sont en tension, elles s'équilibrent les unes avec les autres. Et voilà, j'ai envie de dire, pour revenir à notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité, j'aurais envie de rajouter diversité.